J'ai décidé de porter plainte pour diffamation à l'encontre de Sud Éducation 93. Le 22 novembre 2017, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, déclare qu'il va porter plainte contre Sud Éducation 93. Je pense que nous devons avoir l'unanimité de la représentation nationale contre cette vision de l'homme. Merci. Et il est en effet applaudi par la quasi-unanimité des députés, évidemment la majorité écrasante des députés En Marche, et puis Marine Le Pen qui se lève, il me semble que c'est la première à se lever d'ailleurs dans l'Assemblée nationale. Et alors ensuite, ce sont tous les médias mainstream en fait qui vont emboîter le pas au ministre. Ils organisent des ateliers donc séparant les blancs des personnes dites racisées, ouais. C'est le nouveau mot. D'accord, c'est le rétablissement de l'apartheid par des gens qui ont supposé dénoncer la décolonisation et le racisme. Des stages d'enseignants réservés aux non-blancs. Alors est-ce que cette volonté affichée d'un entre-soi, quand on s'estime victime de racisme, est-ce que c'est pas du racisme? Cette initiative est extrêmement grave. Ça va à l'encontre des principes de la République. Je trouve que ce qu'a fait Sud est scandaleux. Et même la France Insoumise rejoint le cœur des indignés. Qu'on soit petit, qu'on soit gros. Oui, un désaveu. Moi, en tout cas, je suis opposé à l'idée que l'on trie en fonction de la couleur de peau pour assister à une réunion syndicale. Et... Je suis pas d'accord. Moi, je suis un universaliste, un républicain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout le monde s'énerve comme ça? Le voilà, l'objet du délire, la plaquette du stage, que beaucoup ne sont même pas allés regarder, parce que ça va plus vite de réfléchir en 2 secondes sur Twitter. C'est donc un stage syndical ouvert à tous les enseignants de Seine-Saint-Denis, qui s'intitule « Au croisement des oppressions, où en est-on de l'antiracisme à l'école ?» Et comme c'est Sud Éducation qui organise le stage, que Sud Éducation fait partie de Solidaire, l'objectif c'est comment émanciper à l'école. Sud Éducation lutte pour une rupture avec ce système qui vit de l'inégalité et de la précarité. Pour une autre école, une autre société. L'école et la société sont profondément injustes, elles ont besoin de transformations majeures. Alors tout le monde est indigné, mais indigné par quoi au juste? Par en gros 3 choses. On parle de blanchité, on parle de racisé. C'est-à-dire les mots les plus épouvantables du vocabulaire politique sont utilisés au nom soi-disant de l'antiracisme, alors qu'en fait, ils véhiculent évidemment un racisme. Si on suit Blanquer, ces termes rappellent l'époque où on classait les Français en fonction de leur appartenance supposée à une ou des races. Vous voyez à quelle époque je fais référence. Sur 100 Français de vieille souche française, 90 au moins sont de vrais blancs, purs de tout autre mélange racial. Il n'en est pas de même du juif. Celui-ci est issu de métissage accompli il y a déjà plusieurs millénaires entre des Aryens, des Mongols et des Nègres. Alors là on se dit, ah non c'est pas possible. En plus à l'école, décidément la bête immonde du racisme est toujours là, et c'est vrai que ces dernières années la parole s'est libérée comme on dit sur le racisme. Nous sommes un pays, le général de Gaulle le disait, de race blanche. Sauf que quand on dit racisé, blanchité, etc., on n'affirme pas l'existence des races biologiques. On affirme que la société produit de la race, et c'est bien différent. Il y a des rapports de domination raciale, avec un groupe dominant, les blancs, les blanches, qui se pensent comme neutres et universels, et un groupe discriminé, les racisés, qui subit des discriminations. Bien que le mot race ait été supprimé de nos dictionnaires car il faisait référence au biologique, l'héritage colonial de notre société a produit différentes catégories raciales dans lesquelles nous sommes toujours enrôlés. Ce système hiérarchique est le fruit de plusieurs années de colonisation et d'esclavage, qui donne lieu à des privilèges pour certains, certaines, au détriment d'oppression pour d'autres. C'est à partir de ce postulat que les concepts de blanchité et de racisé peuvent être définis et étudiés. Ce sont donc des termes débattus, mais utilisés par de nombreux chercheurs et chercheuses en sciences sociales, depuis Colette Guillaumin qui avait imposé ces termes-là dans les années 70, à Éric Fassin, professeur à Paris Diderot. Racisation. La racisation, c'est ce qui frappe ceux qui se retrouvent du mauvais côté des rapports de domination raciale. En fait, ce que permettent ces termes, c'est de penser politiquement la question des discriminations raciales, et c'est ce que dit Fabrice Dume dans cet article du Café pédagogique. Une inspectrice générale nous dit, par exemple, je la cite, « Dans un collège très difficile de l'Académie de Créteil, j'ouvre la porte, il n'y a pas un blanc. J'ai pas le droit d'abord de dire il n'y a pas un blanc, parce qu'ils sont tous pareils. C'est la loi à l'école, et je suis censé dire au professeur, « Oh non, mais vous, et là-bas, au lycée Henri IV à Paris, c'est pareil, c'est le même programme. » Donc on a une inspectrice qui, si vous voulez, est dans son dilemme professionnel, tendue entre ce qu'elle voit d'une réalité sociale, mais pour lequel elle n'a pas le droit de le dire, et donc pas vraiment le droit de le penser non plus, qui voit qu'il y a bien l'expression de rapports de race, de rapports sociaux de race, on pourrait dire, on pourra revenir sur ce mot-là, si vous voulez. J'entends là par rapport social, d'accord, hein, qui n'accrédite pas l'idée qu'il y aurait des races. Hein. Elle voit qu'il y a des effets de rapport social de race, mais elle ne peut pas le dire, et du coup elle ne peut pas non plus le penser, donc elle ne peut pas s'outiller intellectuellement pour penser ces rapports-là.
On parle de non-mixité raciale. Là encore, on a assisté à un débat irrationnel. Sur les 2 jours de formation, il y a 2 temps d'1 heure à peu près pensés en non-mixité raciale. Le mardi, pendant que les profs blancs-blanches réfléchissent à leurs privilèges au sein de l'institution, voilà ce qui est proposé aux autres. Nous, enseignants, enseignantes, non-blancs, non-blanches, avons une vie professionnelle différente. Retour sur nos expériences et sur nos cadres de vie professionnels. Alors, on peut dire qu'on est contre, on peut dire que c'est mieux de tout faire en plénière, mais il faut réfléchir 2 secondes avant de crier au communautarisme et à l'apartheid. Et c'est pas la première fois qu'on a ce genre de polémique. On a eu le colloque Parole non blanche en mai 2016, le camp d'été décolonial en juillet 2016, le festival afroféministe Nyansapo en juillet 2017. À chaque fois, le terme utilisé par l'extrême droite, interdit aux blancs, a été repris sans réfléchir par presque tout le monde, et finalement, l'institution est intervenue pour condamner l'événement. Or, si on fait un peu d'histoire sociale, on sait que la non-mixité, c'est une pratique ancienne depuis au moins les années 60, et qu'elle est pratiquée notamment par des féministes, des mouvements LGBT et des racisés. C'est des femmes qui ont aussi mis des outils en place pour sortir de ce mécanisme-là. C'est des réunions non mixtes féminines, par exemple, qui existent dans l'organisation. Alors, vous dites non mixte, c'est intéressant parce que pourquoi réunion non mixte ? Eh bien justement, réunion non mixte... Vous savez que ça pose problème. Tout à fait, mais ça a été décrié par certains journalistes quand on les a mis en place et qu'on l'a dit médiatiquement. Mais ça peut choquer. Ça a été aussi incompris par certains anciens de l'organisation. Vous comprenez que ça puisse choquer. Mais oui, réunion non mixte. Moi, je comprends pas forcément que ça puisse choquer. En tout cas, je vais expliquer pourquoi nous on le met en place. C'est des cadres qui permettent de libérer la parole des femmes entre elles, de pouvoir tout simplement partager un quotidien, un vécu. Et donc ensuite, on prend des décisions en cadre mixte pour justement tout simplement faire avancer cette bataille-là pour l'égalité dans l'organisation et faire en sorte que la parole des femmes soit entendue et soit respectée. Après, la question de la non-mixité, c'est une pratique d'abord qui existe dans beaucoup de mouvements pour pouvoir organiser des débats, pour pouvoir échanger et discuter. Et c'est justement pour ça qu'elles ont besoin d'en discuter entre elles. Parce que si nous, on y allait à leur réunion, on serait là, « Ah mais non, mais c'est pas vrai. Ah bon, mais t'es sûr que t'es pas parano ? Ça m'étonne quand même parce que moi, franchement, je vois pas les couleurs. Le racisme, je pense que c'est complètement has-been comme notion, quoi. » Et elles perdraient déjà les 3/4 de la réunion à nous expliquer que, si, je te jure, non, j'exagère pas. Je peux parler ? Tu peux te taire, s'il te plaît ? Personnes qui se sont intéressées, qui ont travaillé sur la question de la blanchité, vous diront que la blanchité est invisible et c'est son privilège. Ce qui veut dire qu'il y a énormément d'ateliers, de réunions dans le fonctionnement même des institutions qui se passent en blanchité et qui passent pour invisibles mais qui se revendiquent comme telles. Elles ne se revendiquent pas parce qu'elles n'ont pas besoin de se revendiquer. C'est ça. Le racisme a une dimension du privilège blanc. C'est pourquoi, puisque ce syndicat a décidé de parler aussi de racisme d'État, que j'ai décidé de porter plainte pour diffamation à l'encontre de Sud Éducation 93. Alors là, c'est de l'ignorance ou de la mauvaise foi. Le terme racisme d'État, ou racisme structurel, ou racisme institutionnel, sont des termes débattus, mais assez largement utilisés dans les sciences sociales. Il s'agit en fait d'un racisme sans intentionnalité, et c'est ce qui le rend difficile à percevoir. Toutes les campagnes contre les discriminations raciales pointent un racisme individuel. Il y a d'affreux racistes qu'il faut rééduquer. Non mais les Noirs, ils sont pas pareils, c'est génétique. Et je le sais, je l'ai lu quelque part. Oui, et bon, on dira ce qu'on voudra, mais ils n'en foutent pas une. Hein. Bah tu m'étonnes, et quand t'as 12 gosses et les élèves qui vont avec, pourquoi t'irais bosser? Vous êtes sérieux là? Vous y croyez à ce que vous dites? Le racisme, ça commence par des mots. Ça finit par des crachats, des coups, du sang. Réagissons, tous unis contre la haine. Et ça ne dit pas pourquoi les élèves racisés qui sont nombreux et nombreuses en Seine-Saint-Denis sont massivement orientés vers des filières professionnelles, ni pourquoi l'État tarde à remplacer les profs absents dans ce département, pourquoi ces élèves sont contrôlés par les policiers pendant les sorties scolaires. Sur Seine, mes élèves n'avaient rien fait, nous sortions tout simplement du train, on revenait de Bruxelles, nous étions fatigués. Le premier tirait sa valise sur le quai, il s'est fait arrêter. Il ne parlait même pas avec un camarade de classe. Et là, ce sont deux autres élèves qui se sont fait contrôler. Le premier élève était d'origine marocaine, le deuxième élève d'origine malienne, le troisième élève d'origine comorienne. On a cessé de demander aux policiers pourquoi ils se faisaient contrôler et la seule réponse qu'on ait eue, c'est « on fait notre travail ». Les institutions produisent donc du racisme. Armée, police, justice et aussi école. Et là encore, des études existent qui montrent qu'il y a des biais racistes dans l'institution scolaire, en dépit du fait que la grande majorité des enseignants-enseignantes ne sont pas racistes. C'est parce qu'il s'agit de protéger les institutions. La chose me paraît extrêmement flagrante concernant l'école. Et c'est là qu'il faut revenir en amont pour comprendre ça. C'est que dans les années 70 et jusqu'au début des années 80, on a des critiques de l'école pour dénoncer son racisme. Ce qui se passe à partir du milieu des années 80,
c'est qu'on va construire, et là la question du voile, des premières affaires dites du foulard en 1989 sont absolument cruciales, stratégiquement parlant de cette construction, on va construire l'image d'une institution menacée, assiégée éventuellement, qui risque d'être colonisée de l'intérieur par une partie de ces publics qui n'auraient pas adopté les codes attendus. Alors ce qui est frappant dans cette affaire, ce sont les deux mots utilisés de l'extrême droite à l'AFI, république, universalisme, répétés comme des mantras. Un mantra, des mantras, ça vient de la philosophie bouddhiste et hindouiste. C'est une répétition de mots. Ce matin, on va en répéter des mantras donc en français. Le socle républicain, laïque et universaliste. Moi, je suis un universaliste, un républicain. Valeurs de la République dans toute leur universalité. On a alors imposé la République. Ces termes sont proclamés, on ne s'interroge pas sur leur sens, sur leur historicité. Les dire suffit, plus besoin de réfléchir. Je vous répondrai République. Et moi, je te répondrai histoire. Imaginez le 15 octobre dernier, lorsque 32 jeunes immigrés décidaient de traverser à pied la France pour attirer l'attention sur les problèmes qui sont les leurs et qui les touchent chaque jour, c'est-à-dire l'indifférence et souvent même l'hostilité dont ils font l'objet. Ils étaient des dizaines de milliers entre la Bastille et Montparnasse, mobilisés contre le racisme venu de la France entière, en autocar à l'appel d'un collectif national et de 70 associations, partis et syndicats de gauche. Ça, c'est le premier temps. Dans une France hostile et raciste, des jeunes issus de l'immigration décident de prendre leur destin en main, de changer les choses en faisant une sorte de tour de France antiraciste. L'idée était de créer du dialogue, là où il n'y avait que de la méfiance et parfois de la violence. Le second temps, ce sera un an plus tard. Le pouvoir socialiste engage une vaste entreprise de récupération et crée SOS Racisme, une association qui aura pour but de faire en sorte que ce mouvement antiraciste encore jeune finisse par servir à la gauche de gouvernement. Les moyens sont énormes, on crée des badges et des slogans, la com est imparable. Bien vite, la petite main jaune se retrouve en effet sur tous les plateaux télé. Un mouvement de résistance initié par les victimes du racisme s'est transformé en quelques mois seulement en vaste opération de marketing politique menée par des blancs et pour des blancs. Mais le slogan lui-même suggère cette dépossession quand on réfléchit bien. Dans Touche pas à mon pote, c'est qui parle? Qui dit touche pas à mon pote? C'est le blanc, pas l'immigré, vu que l'immigré, lui, c'est le pote. Donc encore une fois, rien qu'avec le slogan, l'immigré, il est réduit au silence. En fait, depuis les années 80, il y a en gros deux antiracismes. Celui de SOS Racisme, de la LICRA, etc., de l'État aussi, est institutionnel. Il insiste sur le racisme des individus, les racistes, et évite soigneusement la critique des institutions. Le deuxième antiracisme, il est dû aux militants de base qui font de l'antiracisme une question politique et remettent en cause les structures et non seulement les individus. Ce qu'ils pratiquent au fond, c'est l'auto-émancipation. Parce que ceux qui sont légitimes pour lutter contre le racisme, ce sont d'abord ceux qui en sont victimes. On n'émancipe pas quelqu'un de l'extérieur. Ou alors, ça s'appelle la colonisation. Ah mais on n'a pas joué un rôle dans ce truc-là ? Les Français ont colonisé avec le sentiment véritable qu'ils étaient des missionnaires qui apportaient le bonheur aux autres peuples. Et le fait d'être chassés des pays qu'elle avait colonisés a été ressenti beaucoup plus profondément qu'on ne le croit, et à mon avis, à l'échelon de chaque... En fait, il y a une bonne partie des fantasmes identitaires de la société française qui viennent de ce qu'elle a peu interrogé le passé colonial et comment il façonne en partie les rapports sociaux aujourd'hui. On vit ça comme un truc ancien qui ne nous concerne pas. Il faut se rappeler que c'est au nom des valeurs républicaines que la France a colonisé. Et si les racistes culturels invoquent la République, c'est pas un hasard. Tu ne viens pas en France, même si tu viens pour des réseaux économiques, tu ne viens pas en France quand tu arrives du Maroc ou d'Algérie pour y vivre comme au bled. Je ne crois pas. Je crois que la France a autre chose à donner à ça. Ah, on n'utilisera pas le vocabulaire du racisme. On évoquera la culture et sa compatibilité avec la République, avec la démocratie, etc. Aujourd'hui, sur la plupart des populations, quand on ne les aime pas, on ne dit pas « j'aime pas les Noirs », on ne dit pas « j'aime pas les musulmans », on dit « je suis très attaché à l'égalité entre les hommes et les femmes » et je leur reproche d'être un peu homophobe. C'est une manière de dire, bien sûr, c'est pas du tout par racisme que j'aime pas les Noirs, les Arabes, les musulmans. C'est vraiment pour de bonnes raisons démocratiques. C'est parce que je crois à l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est parce que je crois à l'égalité entre les sexualités. C'est ce que nous disons. C'est pas par hasard que c'est un historien américain, Todd Shepard, qui a remis cette question au cœur de la construction de la France contemporaine. Il montre comment la fin de l'Algérie française est vraiment l'an 1 de notre système politique. Ou bien encore le lien entre la révolution algérienne et la libération sexuelle en France. Alors je répondrai à tous mes camarades qui veulent défendre la laïcité, ceux qui me disent que oui, on est en train d'oublier la question centrale, celle de la lutte des classes, que les combats doivent s'additionner et ne pas se contredire. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité, et ce concept apparaît dans la plaquette de Sud Éducation.
all of us to join the resistance to racism, to Islamophobia, to anti-Semitism, to misogyny, to capitalist exploitation. Pour finir, le cœur du sujet, c'est quand même l'attaque d'un syndicat dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. On a déjà eu les violences policières pendant le mouvement de 2016, la condamnation des Goodyear l'année dernière, l'état d'urgence dans le droit commun cette année, les petites phrases sur le bordel, et qu'on soit d'accord ou pas avec le stage lui-même, les gens invités, le vocabulaire utilisé, qu'on se sente plutôt universaliste, il faut défendre Sud Éducation 93 et la liberté syndicale. Parce qu'en face, on a affaire à un gouvernement très cohérent idéologiquement et qui ne nous fera pas de cadeaux. Alors pour éviter de finir en charpie, va falloir qu'on s'écoute et qu'on accepte nos différences. Puis surtout, va falloir s'unir pour ne plus subir. Que va